Bienvenue sur le podcast Demande à maman, le podcast qui fait parler les mères sur leur expérience, leur vécu et leurs particularités du quotidien. On parle de charge mentale, d'imperfection et de découverte sans tabou. Cette nouvelle saison s'inscrit dans le cadre de témoignages de mères du quotidien. Vous avez pu écouter Bianca, Céline et bientôt vous en découvrirez d'autres. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir la troisième et dernière partie du témoignage de Céline qui nous continue à nous partager ses grossesses rapprochées, ses césariennes et comment l'expérience d'une fausse couche va tout changer. À partir de fin 2016, j'ai commencé à faire des rêves de grossesse, à rêver que j'étais enceinte, et c'était toujours un rêve très agréable. C'est vraiment, tout se passait bien, j'étais enceinte, mais c'était de la folie, c'était presque toutes les nuits. Et j'en parlais à ma psy, je lui disais mais je rêve que je suis enceinte, Enfin, elle me disait c'est quand même un rêve assez clair. Mais non, j'arrivais pas à arrêter la pilule, à franchir le pas, j'étais pas prête. Fin 2017, j'ai arrêté la pilule. Et évidemment, rien ne s'est passé comme dans mon rêve, mais je pense comme pour plein de femmes. Mon rêve, c'était toujours j'étais enceinte et je nageais dans le bonheur et tout était beau, tout était bien. Et mon expérience, finalement, ça a été complètement à l'opposé, puisque donc j'ai arrêté la pilule, c'était fin 2017. Je suis tombée enceinte je sais pas dire de bêtises, c'était avril 2018. Au bout de 2 mois, j'ai fait une fausse couche, donc je voulais aussi revenir là-dessus. J'en ai pas beaucoup parlé, je crois. Donc on nageait dans le bonheur, c'était la première fois que j'étais enceinte. Et au début juillet 2018, je commence à avoir des pertes de sang, mais très légères. Et quand même, j'en parle à mon mari, on se rend à la maison médicale de garde. La généraliste, de toute façon, elle nous a clairement fait comprendre qu'elle pouvait rien faire pour nous et qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était rien, qu'il fallait que j'appelle mon gynéco le lendemain. Évidemment, on s'est inquiété, on est allé aux urgences gynéco et là, c'était un sketch. La sage-femme m'a fait une échographie. À mon avis, elle a compris tout de suite, mais elle a dit non, moi je peux pas faire d'échographie en dos, donc il faut que j'appelle l'interne, qu'elle vérifie. J'entends pas le cœur, mais c'est peut-être rien. C'est sûrement rien, voilà. Enfin bon. Donc l'interne confirme la fausse couche et là on nous demande de choisir entre médicaments, curetage. Nous, quelques minutes auparavant, on allait avoir un bébé et d'un coup on nous demande de comment on peut l'évacuer. C'est cru mais c'est comme ça. Et voilà, on était en larmes, on était désespérés. Comme tout couple, je pense, comme beaucoup de gens en tout cas au moment d'une fausse couche. Donc c'était début juillet et on avait prévu, 2 semaines plus tard, on devait partir à New York. C'était prévu depuis très longtemps, c'était mon cadeau de Noël, c'était le voyage de mes rêves. Enfin voilà, je pense que beaucoup de gens peuvent s'imaginer ce que ça représente un voyage à New York. Je rêvais d'aller à Broadway, on avait pris des billets pour aller voir une comédie musicale à Broadway. Enfin voilà, le voyage était prévu, on était à 2 semaines du départ, on avait l'hôtel, on avait tout. Donc début juillet tombe le couperet, fausse couche. Et jusqu'au dernier moment, presque jusqu'au moment de monter dans l'avion, on savait pas si on partait. Parce que j'ai dû donc prendre des médicaments pour évacuer le fœtus. C'est horrible, j'ai fait que pleurer. Mais ça se dit comme ça. J'ai fait comme beaucoup de femmes, c'est parti dans les toilettes, ça me traumatise toujours. Après, il fallait faire une échographie pour vérifier que tout était vide, quoi, que j'avais plus rien. Ça a été confirmé. Là, je suis tombée sur une remplaçante d'un de mes gynécos qui était super. Enfin, vraiment, elle a été adorable. Elle m'a rassurée, elle m'a consolée. C'était très bien.
Enfin, très bien. Dans le contexte, c'était quelqu'un de très bien. Dommage, j'ai pas gardé son nom parce que c'était vraiment... Je pense qu'elle était encore interne ou future gynéco et elle était vraiment géniale. Mi-juillet, on est parti à New York et on a des photos. Ça devait être un voyage de rêve. Enfin, voilà, on avait prévu quelque chose de vraiment super. Et on nous voit, on est comme des touristes, hein, comme tous les touristes en haut de l'Empire State Building ou devant la Statue de la Liberté. Et on voit qu'on est triste. On faisait que pleurer. On était à New York et au lieu d'être heureux d'être là, enfin... On essayait de profiter, mais en même temps, on était vraiment triste et ça se voit sur les photos et puis nous, on le sait. Donc, on est allé à Broadway, c'est pareil. Moi, j'ai une robe qui est magnifique parce que c'était mon rêve d'aller voir cette comédie musicale. Donc, j'ai mis une belle robe. J'avais maigri, c'est dur à revoir en fait. J'ai toujours du mal et je sais que mon mari aussi, quand on regarde les photos de ce voyage, c'est compliqué. Et honnêtement, je sais pas si je retournerai à New York un jour. Bon, déjà il faut le budget et puis on verra quoi. Ça représente trop de souvenirs. Et oui, ça m'a tellement traumatisée que les années suivantes, j'ai revécu heure par heure tout le déroulé de la fausse couche jusqu'au moment du départ en vacances. Mais vraiment, je peux dire où j'étais à telle date, à telle heure. C'est impressionnant. C'est ce qui a entraîné aussi, donc j'en ai parlé plusieurs fois maintenant dans le podcast, de la ligature des trompes, parce qu'il fallait que ce cercle vicieux s'arrête. J'ai énormément parlé de la fausse couche à ma psy, j'en ai beaucoup discuté, mais il fallait que ça s'arrête parce que j'arrête ce cercle vicieux de chaque année y repenser autant. Je sais que j'oublierai jamais, mais là, c'était trop. La fausse couche en 2018, ça a quand même amené quelque chose de très beau. On a fait toutes les démarches pour se marier et 2 mois après, on était mariés. On s'est mariés un mardi du mois d'octobre. On n'a rien dit à personne à part à nos témoins, puisqu'on est en France, il faut quand même avoir des témoins. Nos témoins étaient là, personne n'était invité. Et le soir, on a invité quelques copains, on a fêté les 1 an de Pax. Personne ne savait qu'ils étaient invités à un mariage ce jour-là. Et c'était une magnifique journée et c'était complètement improbable. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la fausse couche, pour le coup, c'est le positif que j'en retiens. S'il n'y avait pas eu la fausse couche, j'aurais pas pris cette liberté de faire le mariage de mes rêves. Je suis retombée enceinte donc 6 mois après de Félix. La grossesse s'est plutôt bien passée, sauf que sur la fin, c'était l'été où il faisait 40 degrés à Montpellier. Je faisais des malaises et des malaises. Et puis pour mon gynéco, c'était rien. C'est un interne remplaçant de mon généraliste qui m'a arrêtée parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Je travaillais, j'avais pas un travail hyper physique, mais quand même assez stressant. Donc il m'a arrêtée. Donc je rêvais d'un accouchement en salle nature, sans péridurale, physio. Je savais que j'étais prête. Enfin voilà, je voulais quelque part réparer cette fausse couche en vivant un accouchement pleinement. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Des fois, je me dis que j'ai vécu un peu le pire de la maternité, mais c'est peut-être vrai. Ils ont essayé de déclencher, ça n'a pas marché. Et mon fils fatigué, supportait plus les contractions. Après, ils lui ont fait un test, donc ils ont été grattés sur sa tête alors qu'il était encore dans mon ventre pour voir s'il avait assez d'oxygène, prendre une goutte de sang et vérifier son taux d'oxygène. Il manquait d'oxygène. Il devait recontrôler 1 heure après. La sage-femme est revenue plus de, 3 heures après. Je pense qu'elle a eu un autre accouchement entre-temps. Enfin voilà. Et 3 heures après, donc elle reprélève une goutte de sang. Et là, d'un coup, césarienne. Bon, on s'en doutait, hein. On avait bien compris depuis 4 jours avec rien qui avançait, la douleur, que ça allait finir comme ça. Et d'un coup, on se retrouve avec 10 personnes dans la pièce qui nous sautent un peu dessus. Enfin, eux, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, mais pour nous, c'est très bizarre parce qu'on est là et... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il y a 10 personnes autour de moi qui savent faire, qui me mettent sur un brancard? Enfin, c'est très bizarre. En plus, comme c'était une césarienne d'urgence,
Ils ont laissé mon mari complètement en plan. Moi, je suis partie au bloc. C'était vraiment bizarre et dur. Mon gynéco, je pense qu'il était en repos ce jour-là. C'est un de ses collègues qui est venu faire la césarienne. Et je voudrais dire, pour les gynécologues en particulier, les équipes médicales en général, la césarienne, souvent, enfin dans mon cas, c'était une anesthésie locale, comme la plupart des césariennes. Et on entend tout. On est là, on est présent. Parce que moi, le collègue de mon gynécologue, je l'ai quand même entendu dire je vais retourner à mon cabinet, la salle d'attente va être pleine. En gros, ça le gonflait un peu d'être là et de savoir qu'il allait avoir du boulot encore après. Et il a refermé à l'arrache, ça a été une boucherie. Enfin, il m'a mis les agrafes, mais pas bien. Enfin, il a pas fait du bon boulot. Parce qu'il était pressé, clairement, c'était ça. Il avait pas envie d'être là, il était pressé, donc il s'est dépêché. J'en rigole maintenant, hein, mais sur le coup, non. Voilà, ça se passe très vite. Après, heureusement, j'ai pu aller en salle de réveil, retrouver mon mari et mon fils, parce qu'en plus, on m'a séparée de mon fils tout de suite, comme dans beaucoup de césariennes d'urgence. Certaines fois, même les césariennes programmées selon le protocole de la clinique ou de l'hôpital. Et c'est dur, ça, de voir son bébé une seconde et puis qu'il parte, on sait pas où. Là, c'était avec le papa, ça allait, mais quand même. Fin 2020, je suis retombée enceinte. Ouais, octobre 2020. C'était Félix est né fin septembre 2019 et je suis retombée enceinte début octobre 2020. C'était vraiment un an pile, parfait. Et là, j'ai eu grosse fatigue. En plus, avec un enfant d'1 an à s'occuper, c'était compliqué à gérer. Et puis la crèche tout le temps fermée à cause du Covid, ça comme dans beaucoup d'endroits. Après, j'ai eu, je savais même pas que ça existait. J'ai eu des coliques néphrétiques de grossesse. C'est-à-dire que le rein n'est pas bouché par un caillot ou quoi. Non, c'est bébé qui appuie sur le rein. Et quand j'ai demandé au gynécologue ce qu'on pouvait faire, il m'a dit « Oh, faut accoucher !» Sauf qu'on était au moins à 3 mois du terme. Donc j'avais le rein bouché, ça fait un mal de chien, proche des contractions pour le coup. Et un jour, je sais pas, Bastien a décidé de bouger dans mon ventre, a arrêté d'appuyer parce que je pouvais plus quoi. Je rêvais justement qu'il sorte. Ça fait vraiment un mal de chien, les coliques néphrétiques. Et dès qu'il a bougé, il a changé de position, mais c'était bien 2-3 semaines, peut-être 1 mois après, ça a été mieux. Voilà, la grossesse a pu continuer un peu plus normalement jusqu'à début juin. Donc là, on a programmé la césarienne. J'ai vu l'équipe médicale. Ouais, césarienne programmée, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu en césarienne d'urgence. C'est-à-dire que, en plus, on est en Allemagne, le protocole est différent, les habitudes sont différentes. Et puis, du coup, le gynéco était pas forcément plus sympathique, mais il avait le temps. Maintenant, j'ai une belle cicatrice à la place et c'est fini, voilà. Et en plus, dans cette maternité, comme dans beaucoup de maternités en Allemagne, alors que c'est quelque chose d'assez rare en France, à ce que j'ai cru comprendre, Bastien a pu rester sur moi. En France, la règle, c'est comme il fait froid au bloc, bébé sort. Mais là, en fait, ils m'ont posé donc Bastien sur moi, et ils ont mis une poche d'air à 37 degrés. Donc, il a pu rester avec moi tout le temps de l'opération. Donc là, ça avait rien à voir. Garder son fils sur soi... c'est sûr, c'est une opération, j'étais fatiguée, mais j'étais trop heureuse de l'avoir. Il était bien et puis j'ai pu lui mettre mon petit doigt dans la bouche comme je voyais qu'il avait envie de téter et puis il pouvait commencer à téter mon petit doigt et dès qu'on est sorti du bloc, j'ai pu le mettre au sein. Et tout a été facile et la relation s'est créée. En fait, avec Félix, l'accouchement a été tellement difficile, donc septembre 2019. Ça a été tellement dur, ces 4 jours de contraction qui finissent en césarienne d'urgence. C'est tellement l'horreur que j'ai mis 3 semaines à m'attacher à lui. C'est aussi un sujet tabou, on n'en parle pas, mais j'ai mis vraiment 3 semaines à m'attacher à lui et je pense que ça joue beaucoup sur notre relation actuelle. Heureusement, pendant 3 semaines, il avait mon mari qui était là, ils avaient une relation très fusionnelle, mon mari faisait tout pour lui, mais je pense que mon mari aussi voyait que le lien était pas là. Il y avait quelque chose, puisque j'allaitais, ça se passait bien. J'avais pas de soucis pour l'allaitement. Mais si j'avais pu partir et être ailleurs, ouais, je l'aurais fait. Ça m'aurait pas plus dérangé sur le coup. J'avais juste envie de dormir. Le lien était pas là, mais parce que il pouvait pas être là. J'étais trop fatiguée, j'étais traumatisée par ce qui m'était arrivé.
Peut-être que quelque part je lui en voulais ou je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas c'était difficile. Et au bout de 3 semaines, je sais pas, un jour il a pris ma main et ça s'est fait. Et après je lui ai dit, voilà, j'étais pas là, j'étais là sans être là et t'en fais pas, maintenant je suis là pour toi, je suis ta maman et je serai toujours là. Et on a une relation très forte, on n'arrive pas à se quitter, on est vraiment fusionnels, lui et moi. Je sais que mon mari va bondir en entendant ça parce qu'il va dire non, c'est moi qui suis fusionnelle avec Félix. Mais là, on a une relation très particulière, je pense, due à l'accouchement. Alors qu'avec Bastien, justement, comme tout s'est bien passé à la naissance, c'est simple, j'ai plus confiance, j'ai moins peur. Pour lui, c'est une relation plus saine, je trouve plus légère. C'est-à-dire que j'angoisse moins pour lui et ça fait du bien aussi. J'ai moins peur tout le temps, à chaque seconde, pour Bastien que pour Félix. Mais parce que, voilà, Bastien, je sais qu'il va bien, je sais que il est cool, que tout va bien pour lui, c'est une autre relation que je trouve plus saine pour le coup, moins dans l'angoisse de le perdre. Merci encore Boutaina pour tout, ça me fait énormément de bien de parler, j'espère que ça pourra aider ne serait-ce qu'une femme à avancer dans son parcours de maternité et de grossesse. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ces témoignages jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des avis, voire de le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi témoigner sur le podcast, n'attendez pas, écrivez-nous sur thehelperapp@gmail.com. Je vous écris dans les notes de description l'intégralité de cet email, comme ça vous pourrez nous écrire directement. N'hésitez pas, contactez-nous pour partager votre histoire. Demande à maman est un podcast produit par The Helper, l'assistant parental pour les tout jeunes parents.